Le Rwanda pendant la Grande Guerre 1914 à 1918. Le 11 novembre de chaque année, la France et ses alliés commémorent l'armistice signé à l'issue de la Grande Guerre de 1914 à 1918. Le rôle décisif que l'Afrique joue dans ce conflit est souvent occulté, alors que des milliers de nos compatriotes y ont laissé la vie, tant du côté allemand que du côté des alliés de la France. Ce fut le cas du Rwanda, protectorat allemand jusqu'en 1916. Qui se souvient que nos grands-parents burundais et rwandais se sont battus aux côtés de l'Allemagne, contre leurs voisins congolais et la puissance belge, entre 1914 et 1916. Qui se souvient encore que le passage du Rwanda et du Burundi sous mandat de la Société des Nations, future ONU, puis sous la tutelle du Royaume de Belgique, a succédé à un régime de protectorat allemand ayant duré un peu moins d'une vingtaine d'années. La tribune franco-rwandaise vous propose l'extrait d'un des rares ouvrages qui aborde la place du Rwanda et du Burundi dans la Première Guerre mondiale, le territoire de ce minuscule pays ayant été utilisé par l'Allemagne comme territoire tampon pour contrer l'offensive généralisée des Alliés en Afrique. Les villes de Kyangugu dans le sud-ouest et de Gisenyi dans le nord-ouest portent encore aujourd'hui les stigmates de cette terrible guerre venue d'ailleurs. Des tranchées creusées par les troupes allemandes, longues de plusieurs kilomètres, sont encore visibles sur les sommets du mont Mutara, à Mururu, à 2 kilomètres de la ville de Kyangugu, et du mont Rubavu, surplombant respectivement les villes congolaises de Bukavu et de Goma. Si après le récit du père Louis de Lacgé du clergé d'Albi, extrait de son livre Rwanda, édition 9 juillet 1959, chapitre 5e, page 445 à 463. Le Rwanda pendant la Grande Guerre 1914 à 1918. Le Rwanda en jeu fortuit de la Belgique dans la compétition internationale. Entré bien contre son gré dans l'orbe de la politique mondiale, le Rwanda se trouva, moins de 20 ans après, gravement affecté par ces vicissitudes. Occupé sans coup férir vers 1898, il devint de 1914 à 1916 un champ de bataille pour les nations européennes et un enjeu de leur rivalité. Le sort de la Grande Guerre le fit passer des mains des Allemands en celles des Belges. Ce changement n'eut pas une portée purement politique, mais culturelle et religieuse. D'une influence germanique à tendance protestante, le pays passa à une influence latine d'esprit catholique. La première avait à peine eu le temps et les moyens de s'y faire sentir, il était réservé à la seconde d'y pénétrer profondément et de lui imprimer surtout son cachet spirituel. À supposer qu'il eût pu envisager l'hypothèse d'un changement de tutelle, ce n'est pas aux Belges qu'il eût pensé comme successeurs éventuels des Allemands. Les Belges, en effet, n'avaient rien qui les sollicitât de l'Est. Le Tanganyika, le Rusizi, le Kivu, les Virunga constituaient pour leur colonie du Congo la frontière rêvée, et les délimitations de 1910 leur avaient fait la partie plutôt belle. Ce n'est pas à l'est que la situation géographique de la colonie laissait à désirer, mais à l'ouest sur le littoral atlantique. L'immense bassin économique du Congo n'a encore d'autre issue vers la mer que l'estuaire du fleuve, et pas même tout entier, les rivages sud étant exclus. Le Portugal par le Cabinda et l'Angola le serre à la gorge au risque de l'étouffer, un peu comme font les Pays-Bas à l'embouchure de l'Escaut. Si bien qu'on a pu comparer la colonie belge à une dame Jeanne fermée par un compte-gouttes. Ce n'est pas d'un conflit avec l'Allemagne que la Belgique pouvait attendre un élargissement du goulet conduisant à ses ports de Banana, de Boma et de Matadi. C'est l'Angleterre que le Rwanda eût imaginé plutôt prendre la succession d'une Allemagne vaincue. Le grand débat en perspective dans l'Afrique équatoriale s'instituait entre ces deux puissances. Au dessein ambitieux de la liaison continentale, préconisé par Cecil Rhodes, entre le Cap et le Caire, s'opposait celui du Mittel Africa, réplique équatoriale du Mittel Europa. Le Reich avait reçu des arts, lorsqu'il s'était fait céder par la France en 1911 les deux antennes, qui, par la Senga et l'Ubangui, donnaient au Cameroun accès au Congo, ce qui n'avait pas laissé d'inquiéter la Belgique. L'État africain allemand faisait le trait d'union entre la Rhodésie et l'Ouganda, et, dans l'hypothèse d'une jonction par voie ferrée, la bande orientale du Rwanda le long de la Kagera semblait un chemin tout tracé. Les Rwandais et les Belges la prirent à leurs dépens à l'issue des hostilités lors de l'affaire du territoire du Gisaka. Si donc la question du Rwanda s'était posée en 1914, la Belgique eût formulé à son endroit un acte de désintéressement. En réalité, dans la conjoncture, elle fit tout comme. La politique que suggérait sa condition de petit État, c'était une politique de neutralité. L'acte de Berlin en 1885 avait proclamé la neutralité de l'État indépendant du Congo, comme d'ailleurs celle des colonies allemandes. La neutralité de la métropole violée, celle de la colonie n'était point, de ce fait, abolie. Les instruments diplomatiques qui en faisaient foi étaient d'époques différentes, et indépendants l'un de l'autre. Aussi,
au lendemain de l'invasion du territoire national par les Allemands, le gouvernement belge, le 3 août 1914, adressa-t-il au gouverneur général de la colonie Borna la dépêche suivante: la Belgique ne désirant pas porter la guerre en Afrique, observait attitude strictement défensive sur frontière Congo-colonie allemande. Le 9 août, il communiquait aux puissances de l'entente qu'il gardait au sujet du Congo une attitude expectante et qu'il n'y prendrait les armes que pour la défensive dans le cas d'une agression. C'est conformément à ces instructions que la colonie accorda aux Allemands, repoussés par les Français à l'extrémité des antennes, la protection qu'ils sollicitaient pour leurs navires. Ceux-ci reçurent asile au port de Matadi et de Banana, et les bateaux fluviaux camerounais purent sans être inquiétés regagner leurs eaux territoriales par les passes belges de l'estuaire. La Belgique affirmait ainsi sa résolution de rester spectatrice, dans le procès qui s'ouvrait sous l'Équateur entre Allemands et Britanniques, ceux-ci représentés spécialement par les colons de l'Afrique australe, dont les prétentions territoriales commencèrent à prendre corps. Rien n'était alors plus éloigné de sa pensée que l'occupation du Rwanda-Urundi, que la fortune des armes allait cependant faire tomber dans son lot. Il faut expliquer par quel concours de circonstances ces deux royaumes devinrent la rançon de l'injure qu'elle avait subie. La méprise des coloniaux allemands de l'Ostafrika, violation de la neutralité congolaise. L'Allemagne de son côté n'avait aucun intérêt à violer la neutralité du Congo belge. L'Ostafrika avait assez à faire avec l'Ouganda au nord, la Rhodésie et le Mozambique au sud. Coupé de la métropole, sans communication possible avec aucun allié limitrophe, ne disposant que d'effectifs militaires réduits, le général von Lettow-Vorbeck, commandant en chef des troupes du protectorat, ne pouvait souhaiter que paix et tranquillité sur les 1000 km de frontières qui séparaient son territoire de celui des Belges. Aussi bien, confiant dans les dispositions pacifiques de ses voisins de l'Ouest, soucieux de regrouper ses unités régulières et d'en faire le noyau d'une armée bien entraînée, retira-t-il momentanément du Rwanda et de l'Urundi les 11, 20 et 12e compagnies, ne laissant aux résidents que leurs forces de police. Le déclenchement des hostilités entre Allemands et Congolais fut l'effet d'une méprise. De Kigoma, un messager allemand, simple référendaire, fut expédié sur un radeau, vers l'autre rive du Tanganyika, pour prendre langue avec les autorités locales, et savoir d'elles les intentions, de paix ou de guerre, de la Belgique. L'émissaire, correctement accueilli, fut mis en surveillance, un factionnaire étant posté à la porte de sa demeure, jusqu'à ce que le gouverneur général, saisi de la question télégraphiquement à Borna, eût fait parvenir sa réponse. Interprétant cette mesure de précaution comme un acte d'hostilité, il s'évada pendant la nuit, regagna son radeau, rentra à Kigoma, où le récit de son odyssée suggéra la conviction d'une volonté de combattre de la part des Congolais. Les Allemands de la frontière passèrent sans plus tarder à l'offensive, et, comme entrée de jeu, s'assurèrent de la maîtrise des lacs en détruisant les positions et les embarcations belges. Sur le Tanganyika, une patrouille, le 15 août, débarqua à Uvira et coupa les lignes télégraphiques. Le 22, une canonnière armée bombarda le port à l'entrée de la Lukuga, future Albertville, et contraignit le vapeur Alexandre Delcommune à s'échouer sur la rive. Au Rwanda, le capitaine Wingens, résident intérimaire, le docteur Camp étant en congé, privé de sa compagnie d'Askari, instruisait expéditivement ses 80 policiers de Kigali, et tentait avec eux un coup de main sur le poste belge de Nyakaréango dans l'île d'Ijwi. Embarquant ses hommes sur des pirogues pendant la nuit du 23 au 24 septembre, il arriva au pied du fort au petit jour et surprit la garnison. Il amena prisonniers à Ruben Guerra 50 Noirs et 2 Européens. Quelques jours après, les Belges, ripostant à l'agression, se portèrent de Ngoma sur Kizoni, mais ils furent cloués sur place par Wingens, arrivé à temps de Ruben Guerra. C'est par de telles escarmouches que l'on apprit au Rwanda l'ouverture des hostilités avec le Congo belge. Ces initiatives de subalternes allemands étaient en contradiction formelle avec l'action diplomatique de la métropole. À la date du 22 août, l'Allemagne proposait à la Belgique par le canal des États-Unis d'Amérique, la neutralisation des colonies de l'Afrique centrale. Le message n'arriva à destination que 5 semaines après, le 25 septembre. Il était trop tard. Dès le 28 août, le gouvernement belge, estimant violer la neutralité du Congo, enjoignait au gouverneur général de ranger les forces congolaises aux côtés des puissances de l'entente. Ensuite de quoi, le 15 septembre, un parti congolais se portait à la rescousse des Britanniques dans la Rhodésie pour défendre Abercorn, attaqué par les Allemands de Bismarckbourg, et, le 6 octobre, une troupe de 570 Noirs, encadrée par une dizaine de Blancs, prêtait des secours aux Français à Dingy dans l'Afrique équatoriale, puis à Wesso sur la Sanga, enfin coopérait à la conquête du Cameroun. Une fois engagée dans la guerre coloniale, la Belgique devait la poursuivre jusqu'au bout. Que son propos de neutralité fût chimérique, que par la force des choses elle dut être entraînée fatalement tôt ou tard dans la mêlée,
certains de ses nationaux l'ont prétendu. Ce qu'il importe ici de souligner, c'est sa volonté de paix, mise en échec par la nervosité ou l'impéritie de ses voisins allemands, qui assumèrent ainsi la responsabilité de toute la suite des événements. Préparation par les Belgo-Congolais d'une expédition dans l'Ostafrika en liaison avec les Britanniques. Le Rwanda ne fut envahi par les Belges qu'en avril 1916, 20 mois après les premières passes d'armes. Pendant tout ce temps, de part et d'autre de la frontière, on resta nez à nez, se préparant en arrière des fronts à une lutte décisive. Les raisons de ce long retard, du côté des Belges, ce fut, d'abord, les tergiversations du gouvernement, hésitant à quitter son parti de pure défensive, puis, quand fut arrêtée une résolution d'offensive à outrance, les délais nécessaires à la formation d'une armée d'invasion et à son équipement, sur un front d'attaque si éloigné des bases, les ports de l'Atlantique. Le principal initiateur et l'animateur de la campagne africaine, écrit M. Louer, fut M. Pierre-Or, ministre plénipotentiaire, attaché au ministère des Affaires étrangères. Sur ces suggestions, le gouvernement du Havre se fit une conviction, touchant le profit et les chances de succès d'une opération dans l'Ostafrika, conduite en liaison étroite avec les Anglais. Le bénéfice escompté serait double. Un succès colonial relèverait la Belgique, piétinée par les Allemands, aux yeux de ces sujets noirs du Congo. La victoire procurerait par l'occupation des territoires conquis des gages substantiels, qui serviraient de monnaie d'échange lors des règlements derniers. Il n'était pas exclu que ces gages, grâce aux bons offices de l'Angleterre, ne servissent à remédier aux conditions précaires des Bouches du Congo, le Portugal combattant aux côtés de l'entente. Le Congo belge n'ayant de contact continental avec l'Ostafrika qu'au nord du Kivu et sur le cours de la Rusizi, c'est nécessairement le Rwanda et l'Urundi qui devaient être le théâtre des premiers engagements, le champ de bataille et l'enjeu de la lutte. Le haut commandement militaire fut confié, le 25 février 1915, à l'inspecteur d'État Tombeur, promu général à la veille de l'offensive, ancien officier d'état-major, alors gouverneur de la province du Katanga. Le Congo belge ne s'étant pas préparé antérieurement à l'éventualité d'un conflit de cette nature, la tâche première du chef consista à créer de toutes pièces un corps expéditionnaire, à l'armer et à l'exercer. Au terme de ce labeur, ces troupes eurent l'effectif d'une division à 4 régiments d'infanterie, auxquels étaient adjoints des compagnies de pionniers et pontonniers, de télégraphistes, et un service de santé. L'armement se composait de 1500 fusils gras, avec approvisionnement de 2000 cartouches pour chaque, de 158 mitrailleuses, de 4 batteries à 4 canons de 70 mm. 5 Chamon à tir rapide. Le total des unités combattantes s'élevait à 12 ou 15 000 noirs, recrutés dans diverses régions du Congo, parlant des dialectes différents, endurants, belliqueux, mais peu dégrossis, encadrés par 719 Européens, dont un petit nombre étaient des militaires de carrière, quelques-uns ayant combattu sur l'Isère. À ces contingents enrôlés, s'ajoutaient des équipes de porteurs, en nombre indéterminé, se chiffrant par plusieurs milliers. Le 31 juillet 1915, le commandant en chef était en mesure de transmettre au gouvernement du Havre, un plan d'opération qui fut approuvé. Mais la date de l'offensive fut retardée à la demande de l'Angleterre, qui déclarait ne pouvoir être prête qu'au printemps de l'année suivante. Celle-ci mettait sur pied une armée d'au moins 60 000 hommes, dont la moitié blancs britanniques et surtout afrikanders. Le haut commandement était donné au général Bourg, Smuts. L'Angleterre s'engageait à fournir à l'armée belge 5000 porteurs permanents et une centaine de chariots à Béuf. Il était convenu entre les parties que l'occupation des territoires ennemis, conquis de conserve, ne préjugerait en rien de la répartition définitive des dépouilles à la paix. Mise en état de défense du Rwanda. Ayant l'évidence que les Belges attaqueraient en direction de Kisenyi et d'Uzumbura, tandis que les Britanniques exerceraient leur pression sur la frontière de l'Ouganda et du Kenya, les Allemands se préparèrent à la parade et mirent le pays en état de défense. Le général von Lettow-Vorbeck, homme de guerre d'une singulière énergie, chargé de la garde de tout l'Ostafrika, 2 fois grand comme l'Allemagne, ne put armer qu'une quinzaine de 1000 indigènes, encadrés par 2 à 3 000 Européens. Cette infériorité numérique était en partie compensée par une proportion plus grande d'officiers et sous-officiers de carrière, par une meilleure instruction des troupes, par un bon armement en artillerie et en mitrailleuses. Sur la frontière congolaise, le commandement ne put détacher que la valeur de 2 bataillons. Le capitaine Wingens défendrait le Rwanda avec 1 millier de noirs et une centaine de blancs. Le major von Langen avec environ 700 hommes tiendrait la ligne de la Rusizi, de Changugu à Usumbura, et surveillerait la zone riveraine du Tanganyika jusqu'à Kigoma et Ujiji.
ces deux corps se tiendraient en liaison avec le capitaine Gudovius, posté sur la base Kagera en avant de Bukoba face aux Anglais de l'Ouganda, chargé en outre de garder les passages de la moyenne Kagra vers le Rwanda. Dans l'ensemble de leur colonie, les Allemands se battirent, de 1916 à 1918, 1 contre 5, et ils étaient à peu près dans l'impossibilité de renouveler leurs provisions en munitions. En face de conditions aussi précaires, leur tactique ne pouvait consister qu'en une retraite méthodique, en un repliement systématique de la périphérie vers le centre, en un recul du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est, qui éloignerait progressivement l'adversaire de ses bases, l'attirerait vers les régions basses et marécageuses du sud-est jusqu'au Mozambique portugais peu défendu. Dans le détail, chaque chef de corps aurait à tâche dans son secteur, de fatiguer les poursuivants par une résistance soutenue, de rompre à temps le combat pour échapper à un fatal encerclement, de sauvegarder le plus possible effectifs et matériel, de dévaster derrière soi le pays, afin de ralentir la progression de l'ennemi. Ce programme de retraite stratégique fut exécuté avec un rare bonheur par les subordonnés du général, à telles enseignes que sa petite armée put tenir pendant plus de 2 ans jusqu'à l'armistice, sans avoir été capturée ni détruite. Au Rwanda, Winchens se fortifia au Bugwayi en arrière de Kizoni, sur la rive gauche de Sebeya, barrant la route aux Belges, qu'il supposait vouloir forcer le passage entre le Kivu et les Virunga. Sa ligne de retranchement s'allongeait à partir de la rive du lac sur une longueur de 5 ou 6 lieues vers l'est, son poste de commandement étant établi à Nengo près de la station missionnaire de Nyundo. La zone de plateau et collines qui séparait les lignes belges et allemandes devint peu à peu un no man's land, à dater du jour surtout où commencèrent de part et d'autre les tirs de harcèlement. Au sud du lac, Von Langen pourvu Changoubou de quelques éléments de défense. De petits postes à l'intérieur, tels Kigali, avaient pour but d'intimider et décourager les fauteurs de troubles. Jusqu'en avril 1916, pendant les 20 premiers mois de la Grande Guerre, le Rwanda-Urundi en état de siège jouit d'un calme relatif. Des indigènes en nombre médiocre, des Batutsis surtout, furent enrôlés, affectés surtout aux reconnaissances. Les Bautus furent astreints aux travaux de fortification et de portage. Le Muami Musienga était gagné à la cause de ses protecteurs allemands. Ceux-ci lui avaient promis, en cas de succès, lequel du reste ne pouvait faire doute, de rétablir son royaume dans ses anciennes frontières, c'est-à-dire de lui restituer les provinces dont il avait été spolié en 1910, l'île d'Ijoui, le Bouicha, le Bufumbira. Les grands partageaient les sentiments de Libwami, ils croyaient, dur comme fer, à l'invincibilité des Allemands, Badaki. Le corps des Européens au Rwanda, exception faite des militaires et fonctionnaires allemands, une dizaine au plus, et d'un Français représentant d'une firme autrichienne à Kigali, n'était composé que de missionnaires catholiques et protestants. Les protestants étaient tous allemands, les catholiques en majorité français. Les ressortissants allemands furent mobilisés, les frères dans l'armée combattante. Les Français reçurent l'ordre de se tenir à 60 km en arrière de la frontière. Ils ne furent pas internés. Monseigneur Hirt, vicaire apostolique du Kivu, quitta Nyundo, où il était domicilié depuis près de 2 ans, en septembre 1914, et se fixa à Save. Père et frère hollandais, luxembourgeois, italiens, restèrent provisoirement dans leur station. Lorsque l'Italie, au printemps 1915, entra en lice à côté de l'Entente, les Allemands irrités, résolurent d'interner ses ressortissants. Monseigneur Hirt intervint auprès des autorités militaires par l'organe de son vicaire, le père Classe. On composa. La station du Buchirou, qui devait être évacuée faute de personnel, resterait occupée notamment par des pères français, gardiens spirituels de l'ordre, moyennant quoi les pères italiens seraient seulement consignés dans les stations missionnaires de l'Urundi. Lorsque l'offensive belge au Bugwayi devint imminente, les pères de Nyundo durent se retirer à 1 lieue et demie en arrière de la ligne de feu, à Kandamira. Les sœurs blanches de la station avaient été réparties entre Rwaza et Save. Il va sans dire que les missions furent réquisitionnées, meubles et immeubles, les bons délivrés en échange étaient destinés au pire sort. C'est au point de vue financier que les missions catholiques avaient le plus à souffrir. Les sources de leurs revenus étaient interceptées. Rome ni l'Europe, sauf l'Allemagne, ne pouvaient leur faire parvenir aucun subside. Le vin du Saint-Sacrifice dut être rationné. Les réserves d'argent furent bientôt épuisées. On trouva à emprunter 20 000 roupies, aux négociants français de Kigali. Dans des conjonctures aussi nécessiteuses, l'œuvre de la propagande apostolique ne pouvait fonctionner qu'au ralenti. Des catéchistes durent être congédiés, les fonds manquant pour les rémunérer. Le chiffre de la population chrétienne resta stationnaire, puis fléchit quelque peu. Les baptisés toutefois gardaient leur fidélité à l'Église, et la fréquentation des sacrements ne fut pas moins assidue.
Les séminaires à Cap-Guéhi ne chômèrent point. Bien plus, c'est au cours des hostilités, à la fête du Saint-Rosaire le 7 octobre 1917, que Monseigneur eut l'honneur d'ordonner les 2 premiers prêtres noirs du Rwanda, MM Donat Roberao et Balthazar Gafuku. C'est aux approches de la guerre que naquirent les congrégations de religieux indigènes, et pendant les hostilités, qu'elles essayèrent leur premier pas. La même idée présidait à leur création et à celle du clergé indigène. Il s'agissait dans l'un et dans l'autre cas de pourvoir l'Église naissante du Rwanda des organes qui lui permettraient de suffire à sa propre croissance. Frères et sœurs noirs représenteraient au Rwanda, comme du reste dans les autres missions similaires, l'Église monastique, ils feraient profession et émettraient des vœux selon les normes ordinaires du droit canon. Spécialement institué pour le vicariat du Kivu, auxiliaire du clergé dans toutes les branches de son activité, leur ministère s'exercerait principalement dans les écoles. Ils suppléeraient aux moniteurs et monitrices laïques généralement mariés, aux premiers instituteurs, pères blancs et sœurs blanches, qui les formeraient à leur tâche et guideraient leur marche dans leur vocation. Les frères, dénommés en principe Joséphites, Bayoséphiti, partirent les premiers. Ce fut, dès l'organisation du vicariat du Kivu en 1913, une équipe de 4 adolescents, formés au petit séminaire, qui s'éprouvèrent dans l'enseignement aux écoles élémentaires de Cap-Guéhi pendant toute la durée de la guerre, mais renoncèrent en 1918 à leur propos de célibat, sauf l'un d'eux, frère Oswald, qui pendant 10 ans jusqu'à sa mort en 1926, renouvela périodiquement ses vœux annuels. Ce n'était qu'un succès relatif. L'expérience était faite de la viabilité d'une institution si précieuse. Elle rebondit en 1929 avec des éléments neufs, et, cette fois, pour ne plus interrompre sa carrière. Les sœurs, dites « filles de la Vierge », Benebikira, partirent un an plus tard, mais progressèrent sans arrêt ni reprise. Ce furent, en février 1914 à Roisa, 2 jeunes filles, acceptées comme postulantes, qui revêtirent l'habit bleu au 8 décembre suivant. Leur nombre grossit au point qu'en pleine guerre, en 1916, à Roisa même, un noviciat régulier put être ouvert, accueillant 7 sujets, tandis que 9 autres poursuivaient leur postulat. Le 25 mars 1919, les premiers vœux annuels furent prononcés. Depuis lors la famille religieuse s'augmenta graduellement, jouissant auprès de la population indigène d'une popularité toujours croissante, quelque insolite et inouï que fût le genre de vie de ces femmes, affranchies de l'autorité paternelle et maritale, autonomes, vivant à l'européenne, et se suffisant à elles-mêmes. L'offensive belgo-britannique, conquête du Rwanda, avril-juin 1916. L'attaque anglo-belge ayant été arrêtée pour le mois d'avril 1916, les Belges, comme mesure préalable, s'assurèrent la maîtrise des lacs, afin de garantir leur communication. Dès janvier 1916, sur le Tanganyika, de petites unités de guerre s'embossèrent dans la rade aménagée tout exprès d'Albertville, et, aidés d'un hydravion fourni par l'Angleterre, eurent au fait de purger le lac de toute force ennemie. Le Graf Godsen s'abrita dans une anse à Kigoma jusqu'à ce qu'il se condamna lui-même à disparaître. Au Kivu, la canonnière démontable Paul Rankin, transportée de Matadi par une caravane de 800 Noirs, desquels eut fait son apparition, provoqua l'évacuation spontanée de l'île Ijoui et la destruction des embarcations au service de l'ennemi. Celui-ci, pour éviter l'humiliation d'une défaite, se dérobait de lui-même à un combat inégal. Ses débuts étaient des plus encourageants. Le plan de campagne du général Tombeur sur la terre ferme, consistait à feindre une attaque de front contre les forces de Wingens, retranchées entre Kizoni, Nyundo et la forêt, et de capturer celle-ci par un grand mouvement enveloppant, qui prendrait son origine au nord et au sud du lac, pour s'achever au centre du Rwanda entre Kigali et Nyanza, au voisinage de Cap-Guéhi. Il tenait, en effet, les lignes de la CBA pour imprenables, du moins avec les moyens dont il disposait. Il écrivait dans ses instructions du 25 avril 1916, « La guerre actuelle a démontré qu'en Afrique, aussi bien qu'en Europe, il est impossible d'enlever de vive force une position de campagne solidement organisée. » Ne pouvant enfoncer la ligne allemande, il la tournerait, ce que lui permettait de réaliser l'abondance de ses réserves, son écrasante supériorité numérique. En vue de cette manœuvre, il avait adopté le dispositif suivant. Au sud du lac, une brigade aux ordres du colonel Olsen appuyée sur Bukavu, qui détacherait sur sa droite quelques unités, pour tenir en respect le major von Langen et pousserait droit en direction de Nyanza. Au nord, une seconde brigade, commandée par le colonel Molitor, dont une moitié simulerait une attaque de front sur la ligne Wingens, cependant que l'autre, elle marchante, décrirait un grand arc de cercle en arrière des Birunga, et se porterait à marche forcée sur Kigali. Le général se tenait lui-même en arrière de la brigade nord, ayant établi son quartier général sur les pentes du Kibati. Au même moment, les Britanniques attaqueraient sur tout le front,
notamment au Karagway sur la Kagera inférieure. Le 21 avril le mouvement commença. Tandis que le 4e régiment s'employait énergiquement à percer le front de la Sebeya, le colonel Molitor, prenant la conduite du 3e traversé Rutshuru, le Bufumbira, était rallié dans l'encolé par une compagnie britannique, rentrait dans le Rwanda et gagnait le lac Muhazi. Son avant-garde sous les ordres du commandant Piro, faisait, le 6 mai, son entrée à Kigali, la capitale administrative et le nœud principal des voies de communication. La veille, le fort avait été évacué par les 3 Allemands et les 40 soldats noirs qui y tenaient garnison. Le gros du régiment arriva du 9 au 12. On perdit près d'une semaine à chercher un passage sur la Nyabarongo, l'ennemi ayant détruit toutes les embarcations. Dans le même temps, la brigade sud franchissait la Rusizi, prenait de vive force Changugu, passait à Mibilizi, escaladait les pentes de la dorsale Congo-Nil, et descendait sur Nyanza, où le commandant Muller entrait le 19 mai. Les obstacles de la route avaient ralenti la marche de la colonne. Le capitaine Wingens avait été instruit de la manœuvre belge, un fil télégraphique reliant Kigali à Nyundo. Il fit son calcul, et ne quitta ses positions fortes que dans la nuit du 11 au 12 mai, abandonnant un seul canon de marine de 100 mm après l'avoir fait sauter. Il passa par Murunda, Rubengera, Kilinda, Nyanza, en direction de Save. Son arrière-garde se fit accrocher près de Nyanza, au combat de Kato, par le commandant Muller. Les mâchoires de la tenaille ne se refermeraient que sur des traînards. Le 4e régiment formant le centre de l'armée, lancé à sa poursuite, perdit du terrain. Le général Tombeur, qui le suivait avec son état-major, ne put que constater l'échec partiel de son plan. Il entrait à Kigali le 6 juin. Bien que l'ennemi eût passé entre les mailles du réseau, l'opération se soldait par un gain appréciable. Le Rwanda était à peu près complètement occupé et à très peu de frais. Les indigènes, frappés de stupeur, n'opposaient aucune résistance. Le père Soubiel a donné un raccourci des événements, vu de la station de Nyundo dont il était le supérieur, dans Société de missionnaires d'Afrique. Rapport annuel, 13e année, 1917 à 1918, page 296 à 302. L'ennemi s'étant dégagé, il fallait maintenant le poursuivre. C'était une nouvelle phase de la campagne en perspective, elle mènerait l'armée du général Tombeur jusqu'à Tabora. La poursuite de l'ennemi. La conquête de l'Urundi. L'entrée à Tabora, 20 septembre. Les 2 brigades manœuvrèrent séparément jusqu'à leur jonction sous Tabora. La brigade sud détacha un de ses régiments, qui, descendant la vallée de la Rusizi, força l'entrée d'Uzumbura, et rejoignit l'autre, venu de Nyanza, à Kitega. L'Urundi tombait ainsi au pouvoir des envahisseurs. Se séparant de nouveau, les 2 régiments se portèrent, l'un sur Kigoma, terminus du Centralban, l'autre sur un point du rail plus rapproché de Tabora. L'ennemi cédait le terrain en combattant. À Kigoma, le Graf Godsen s'abîma dans les flots pour échapper à la capture. Progressant le long de la voie ferrée, dont les travaux d'art étaient systématiquement détruits par l'ennemi battant en retraite, le colonel Olsen arriva au but à peu près en même temps que le colonel Molitor. Celui-ci, partant de Kigali, traversant le Gisaka, avait franchi la Kagera au confluent du Ruvubu, et avait poussé une pointe sur le Victoria Nyanza en passant par le fort allemand de Biaramulo. Il espérait couper ainsi la retraite au capitaine Gudovius, qui reculait devant les forces britanniques à travers le Karago. Gudovius, blessé à l'œil, fut fait prisonnier, mais sa troupe, opérant sa jonction avec celle de Wingens et de Von Langen, se sauva à travers l'Unyamwezi, Saint-Michael du Chisombo, jusqu'à Tabora. Tabora, assiégé par les 2 brigades du général Tombeur et par une 3e colonne arrivée du Tanganyika sud sous la conduite du colonel Moulaher, fut évacué après de durs combats par le général Wall, qui retraita en direction de Mahangé. Les Belges y entrèrent le 20 septembre, ayant couvert plus de 1000 km en 4 mois. Ils délivrèrent 200 de ressortissants de l'entente et capturèrent quelques civils allemands. Les Britanniques et Afrikanders, qui avaient perdu la moitié de leurs effectifs blancs depuis Mwanza, arrivèrent la ville prise. Les Belges la leur remirent, comme il était convenu, et le 1er janvier 1917, levèrent leur camp pour regagner leur point de départ. Ils gardaient comme gage le Rwanda et l'Urundi, l'Usui, et l'Oua, en outre la zone côtière du Tanganyika jusqu'à Ujiji. Sur les instances pressantes des Britanniques, ils rentrèrent en campagne au printemps de 1917, prirent part au combat de Mahangé. C'est à eux que Wingens, terrassé par la maladie, remit son épée, qui lui fut rendue d'ailleurs en témoignage chevaleresque de sa vaillance. Ils ne déposèrent les armes qu'à l'armistice. La seule campagne de 1916 leur avait coûté 850 morts,
presque tous tués à l'ennemi. Indigènes et missionnaires en face de l'armée d'invasion. En s'éloignant du Rwanda, le général Tombeur y laissa, pour assurer sa tranquillité et son loyalisme, une troupe de 2000 hommes, aux ordres du commandant Stevens, qui fixa son quartier général à Kigali. Les témoins indigènes des derniers événements, la classe dirigeante surtout, avaient été atterrés par leur soudaineté et leur imprévu. L'effondrement subit du front si solide de Wingens, la retraite précipitée de ses forces, interprétée comme une débâcle et une déroute par ceux qui n'en pouvaient pénétrer la raison stratégique, la brusque irruption des troupes belges convergeant en 3 colonnes vers le centre du pays, l'appareil militaire insolite des conquérants et leur nombre imposant, inouï, produisirent une impression d'accablement autant que de dépit chez ceux qui avaient lié leur fortune à celle des Badakis allemands. Réputés supérieurs en tout. Redoutant la colère des nouveaux, briseurs de pierre, Boulamatari, les chefs indigènes à Kigali, dès l'apparition des troupes victorieuses, s'étaient portés au devant du commandement, suppliant le père Lecoindre, supérieur de la station, d'être à la fois leur présentateur et leur avocat. À Nyanza, le Mouami Musinga, quoi qu'il en eût, avait accueilli le commandant Muller avec des sourires, puis avait rendu hommage au général Tombeur, donnant ainsi le ton aux courtisans et aux grands. Il courbait l'échine devant les maîtres du jour, comptant bien en son intime sur un prochain retour de fortune qui ramènerait ses anciens protecteurs allemands. Quelques semaines plus tard, les Belges interceptaient un billet adressé par lui à Wingens à Tabora, dans lequel il dénonçait les atrocités perpétrées chez lui par les hordes d'envahisseurs, appelant sur elles les vengeances d'Imana dont ses chers Badakis, allemands, seraient l'instrument. Il ne laissait rien paraître néanmoins, ni dans ses paroles ni dans ses gestes, qui décela son désappointement et ses regrets. Si bien que le père Classe, à Anvers, le 4 octobre 1921, pouvait écrire de lui, Musinga, d'accord avec son pays, a été loyal pendant la guerre. Jamais il n'a refusé la moindre aide au gouvernement belge et anglais, soit en homme soit en vivre et en troupeau. Lors du référendum il s'est formellement déclaré pour le gouvernement belge. Ce n'était qu'élémentaire prudence. Le Mouami savait qu'il y allait de sa couronne si quelque félonie pouvait lui être imputée. Dans le fait, la population entière fléchissait, en grommelant sous le poids de réquisitions de toutes sortes qu'on faisait peser sur elle. L'armée d'invasion avait un besoin urgent de porteurs et de subsistance, et les Noirs étrangers qui la composaient avaient tendance à traiter le Rwanda en pays conquis. Le commandement essayait bien de rassurer Musinga sur le caractère temporaire des atteintes portées à ses prérogatives. L'intéressé se laissait difficilement convaincre. La guerre a de dures exigences. Il appartiendrait aux conquérants de faire oublier leur dureté première par la générosité de leurs soins ultérieurs. L'attitude des nouveaux venus à l'égard des missionnaires ne pouvait être que des plus cordiales. Du corps des pasteurs évangéliques il n'était plus question, puisque tous, hommes, femmes, enfants, s'étaient retirés avec leurs nationaux. Tout au plus pouvait-on mettre sous séquestre et préserver d'une ruine complète leurs établissements. Sur plusieurs points, les mesures conservatoires arrivèrent trop tard pour empêcher les déprédations. Quant aux pères blancs, leur nationalité, à la plupart d'entre eux, en faisait des amis, outre la communauté de confession religieuse. Les aumôniers de l'armée étaient de leur société. Le commandement belge ne traita pas avec plus de rigueur les missionnaires de nationalité allemande que le commandement allemand n'avait traité les pères français et italiens. Il les consigna temporairement à la station de Roisa, les laissant vaquer en paix à leur ministère. Quant aux pères français et italiens, atteints par leur ordre de mobilisation, il obtint de leurs gouvernements respectifs qu'ils fussent mobilisés sur place, au lieu d'avoir à rejoindre leurs dépôts dans quelques colonies africaines. S'il y eut, ici et là, quelques ennuis pour tels missionnaires, ce fut l'effet de méprise tôt dissipé. La victoire des Belges était dans le fond une victoire catholique et latine. Une alliance, inscrite dans les cœurs plutôt que dans des instruments diplomatiques, s'inaugurait entre l'Église et l'État au Rwanda-Urundi, plus étroite que sous le régime allemand. Les intérêts étaient solidaires, la Belgique ne trouverait point parmi les indigènes de collaborateurs plus ouverts, plus compréhensifs, que les 22 000 néophytes dont les pères blancs leur garantissaient l'allégeance. En retour sa victoire conférerait un tel prestige au catholicisme, que celui-ci était dès lors assuré pour un proche avenir d'un essor quasi sans exemple.